tous, Guillaume Lefebvre, je suis MCUPH au CHU de Lille et je suis co-responsable du CEREO, le centre de référence pour les syndromes hyperéosinophiliques. Donc là, je vais vous faire un retour sur deux communications qui ont eu lieu pendant ce congrès de la SNFMI à Paris, sur deux syndromes hyperéosinophiliques assez différents. Le premier, c'est une communication orale qui a été faite par Romain Stamler avec les équipes du CEREO et notamment de Mathieu Gros à Foch et Jean-Emmanuel Kahn, qui traitait des leucémies chroniques et éosinophiles. Les leucémies chroniques et éosinophiles, c'est le variant clonal, ou on disait avant myéloïde de SHE, qui est finalement très rare parmi les syndromes hyperéosinophiliques. Peut-être pas plus de 5% des SHE dits inexpliqués, une fois que vous avez éliminé les parasitoses, le paranéoplasique, le iatrogène. Donc c'est très rare. C'est très rare, mais pour autant, le marqueur moléculaire de cette maladie, qui est le plus fréquent, en tout cas le plus connu, qui est un transcrit de fusion entre deux gènes, le fameux FIP1 PDGFR, eh bien c'est une analyse qui est trop souvent demandée, alors par RT-PCR ou en fiche, il vaut mieux le faire en RT-PCR, mais encore beaucoup trop demandée. Et donc l'objet du travail mené par Romain Stamler avec l'équipe du CEREO, eh bien, c'est de rationaliser un peu cette prescription, puisqu'on a moins de 2% de prescriptions positives. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a énormément de prescriptions absolument pas pertinentes. Et donc, Romain a repris des variables qu'on connaît, des indications, des biomarqueurs ou des circonstances cliniques dans lesquelles il faut faire cette recherche, et il a évalué la pertinence de ces marqueurs, de ces indicateurs cliniques dans un score qu'il a appelé le FIP score. Et donc, sans rentrer dans les détails du calcul de ce score, eh bien, vous retrouvez le sexe masculin, parce que la leucémie chronique et éosinophilie avec le réarrangement FIP1 PDGFR, c'est une maladie essentiellement masculine. L'élévation de la B12, l'élévation de la tryptase, la présence d'une grosse rate, d'autres indicateurs comme ça ont été regroupés dans un score. Et donc, quand vous aviez un score qui était au-delà de 44, à nouveau sans rentrer dans les détails de ce calcul, eh bien, vous aviez une bonne valeur prédictive de détecter finalement ce réarrangement FIP1 PDGFR. Mais surtout, c'est l'inverse qui est intéressant, c'est quand vous aviez l'absence de ces différents indicateurs, ces différents paramètres, la valeur prédictive négative était quasiment de 100%, autrement dit, vous n'aviez aucune chance de détecter un FIP1 PDGFR. Donc l'intérêt de ce travail, c'est surtout de rappeler qu'il ne faut pas chercher le FIP1 PDGFR chez tout le monde, absolument pas. Il faut avoir des circonstances qui le justifient, et ces circonstances, c'est avant tout la corticorésistance. Je vous ai parlé de la B12, la tryptase, le sexe, etc. Mais c'est la corticorésistance qui est vraiment le premier critère qui doit faire évoquer une éosinophilie ou un syndrome hyperéosinophilique clonal. Donc voilà. Ne demandez pas le FIP à tout le monde. Si votre patient est corticosensible, ça ne sert à rien. Et ce score permettra peut-être d'affiner un petit peu les bonnes pratiques par rapport à ces prescriptions qui ne servent à rien, qui coûtent cher et qui retardent parfois un diagnostic final qui pourrait se faire sans ça. Donc ça, c'est une première communication qu'on a sélectionnée pour vous et pour la filière Marie. La deuxième porte sur un autre variant qui est tout aussi rare, qu'on appelle le variant dit lymphoïde, le SHE lymphoïde ou lymphocytic HIS en anglais. On est toujours dans les syndromes hyperéosinophiliques, mais là on est sur une forme réactionnelle, c'est-à-dire que l'éosinophile cette fois n'est pas clonale. L'éosinophilie, l'hyperéosinophilie ou le syndrome hyperéosinophilie quand il y a des symptômes s'explique par une production d'interleukine 5 par un clone, mais cette fois lymphocytaire T. En fait, le SHE lymphoïde, avant d'être un SHE, c'est une maladie du lymphocyte T. Il y a une clonalité T qui va être positive, et surtout, on va faire le diagnostic sur le phénotypage lymphocytaire. C'est vraiment là-dessus qu'on fait le diagnostic. Et donc, cette population lymphocytaire T aberrante, qui est dans l'énorme majorité des cas, et c'est peut-être même la seule qu'il faut retenir, c'est les 3-, c'est les 4+, eh bien, on va la trouver dans le sang, on va la trouver dans les ganglions, on va la trouver dans les organes, à côté de l'éosinophile, mais qui finalement est produit de manière réactionnelle, secondaire à la production de ces cytokines par ce clone T. Donc pour traiter ce SHE, on a les corticoïdes, ça marche très bien. C'est des malades qui sont très corticosensibles, qui sont souvent très corticodépendants. Et puis on a des patients qui sont surtout malades du clone T, c'est-à-dire que vous avez traité l'éosinophilie, il n'y a plus d'éosinophilie dans le sang, il n'y en a quasiment plus dans les organes, par contre ils continuent de se gratter, ou alors ils ont une présentation quasi lymphomateuse cette fois, avec des gros ganglions, avec rarement une grosse rate, c'est vraiment exceptionnel, ça doit vraiment alerter pour un vrai lymphome transformé cette fois. Et donc, quand ils sont très malades du lymphocyte T, ces patients, on n'avait pas de traitement. Donc, on avait les corticoïdes, on a maintenant les anti-IL-5 qui ne marchent pas toujours très bien pour traiter les éosinophilie réactionnelle, mais pour le clone T, on n'avait pas grand-chose. Et cette communication qui a été faite par Emmanuel Ledoux a évalué l'efficacité, la tolérance du mogamulizumab, qui est un anti-CCR4.
Le CCR4, on l'a retrouvé dans un travail antérieur à la surface de ces cellules 3-4+, et le mogamulizumab aujourd'hui, c'est un médicament qui est remboursé dans le syndrome de Sézary et les mycoses fongoïdes. Et en fait, on a retrouvé la même cible, donc le CCR4, qui est un récepteur de TARC, donc une chimiokine, une cytokine très impliquée dans la polarisation TH2. Et bien, ce récepteur, on l'a retrouvé sur les lymphocytes, et donc on a voulu évaluer le médicament qui le cible. Et donc, Emmanuel Ledoux a rapporté 4 patients, 3 patients lillois et une patiente de Strasbourg, qui étaient justement en impasse thérapeutique, qui avaient épuisé toutes les cartouches, à savoir les corticoïdes, l'interféron pégylé, qu'il ne faut pas oublier dans ces indications-là. Parfois, ça marche très bien et c'est malgré tout souvent bien toléré, malgré sa mauvaise réputation. Et pour certains, les anti-IL-5. Et donc, pour ces patients, le mogamulizumab a été donné avec des injections toutes les semaines, puis après qui ont été espacées tous les 15 jours. Ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à enlever le clone, parfois à des taux très très élevés avant traitement. On arrive à le réduire à quasi rien sous traitement. Et donc, avec des schémas assez standards, en tout cas pour les 3 premiers mois, à chaque fois, on a eu une très très bonne rémission pour 3 patients, en tout cas une rémission quasi complète avec un clone qui était à moins de 0,5% des lymphocytes circulants. Et puis chez un patient, on gardait un clone, mais néanmoins beaucoup moins actif, parce qu'en tout cas, le patient était vraiment très très amélioré sur le plan clinique, beaucoup moins de prurite, qui était vraiment sa plainte principale. Hein. C'était des démangeaisons féroces avec un prurite très très insomniant. Et donc ça marche très bien. C'est un effet suspensif, c'est-à-dire que pour les patients chez qui on a arrêté le traitement, quelques mois après, on a revu le clone revenir, et donc il y a une patiente qui a été retraitée tout aussi efficacement que la première fois, et donc on va adapter les schémas thérapeutiques. En tout cas, ça a très très bien marché. La tolérance, quand même, il faut en parler, parce qu'elle n'est pas excellente, hein, c'est N = 4, mais il y a une patiente qui a fait de la pseudo-allergie avec des angioedèmes survenus au bout de quelques cures, on a fini par arrêter, et puis il y a une patiente qui, elle, avait un énorme clone circulant 3-4+, on était sur plusieurs milliers j'ai plus les chiffres exacts, on était sur du 14-15 000, je crois, 3-4+ dans le sang. Puis elle avait aussi une grande hyperéosinophilie. En fait, cette patiente, avec le MOGA, elle a fait un espèce de syndrome de relargage cytokinique, d'interleukine 5, et elle a fait un poumon éosinophile, donc elle a fait une détresse respiratoire suite à une injection de mogamulizumab. Et donc, en fait, au lavage de son poumon qui était très abîmé, on a retrouvé les 3-4+, on a retrouvé les éosinos, et donc il a fallu combiner après avec un anti-IL-5, et au final, on a arrêté de peur qu'elle refasse à nouveau ces complications-là. Mais on pourra, je pense, le retenter dès lors qu'on aura pris un peu de recul sur ces effets indésirables, qui étaient aussi des effets indésirables infectieux, parce que le mogamulizumab est très lymphopéniant, donc c'est un inconvénient de ce traitement. Donc c'est pas parfait, mais pour des patients qui sont en impasse thérapeutique, c'est vraiment une nouvelle solution à évaluer, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On a aussi la romidepsine, mais dont on connaît le profil de tolérance qui est quand même pas excellent. Et puis les inhibiteurs de JAK, qui marchent sur la composante éosinophile, qui font rien sur le clone. Et donc quand le MEPO marche pas, on a aussi les JAK inhibiteurs qui sont à proposer. Donc là, on commence à avoir une petite palette de traitements à adapter en fonction que le patient est plutôt malade de l'éosinophile ou plutôt malade du clone lymphocyte RT. Voilà pour ces 2 communications orales qu'on pouvait vous raconter aujourd'hui brièvement dans le cadre de ces interviews Marie. Merci de votre attention.